Oh! Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, je travaillais justement à ma prochaine vidéo. La campagne de financement pour le roman Paris 1328 est bientôt terminée, très bientôt. Vous avez été au moment où je tourne cette vidéo plus de 1300 à participer, c'est incroyable, donc déjà merci infiniment. Mais du coup, la campagne est bientôt terminée. Et dans ces prochains jours, ce sera pour vous la dernière chance d'obtenir les produits exclusifs à la campagne, notamment les goodies. Et d'ailleurs peut-être aussi le livre. Bah ouais, parce que même si vous avez été énormément à vous mobiliser, à ce jour la sortie en librairie n'est toujours pas garantie, même si j'espère vraiment que ce sera. Donc si vous voulez être sûr et certain de ne pas louper le bouquin, je vous suggère d'aller maintenant sur la page de la campagne, car la sortie en librairie, elle ne dépend pas de moi, et à ce jour, je ne peux toujours pas vous garantir que le livre sera commercialisé. Dans tous les cas, pendant toute la durée de la campagne, j'étais inondé de commentaires ultra gentils, ultra bienveillants, et à travers en fait tous ces retours, je me rends compte chaque jour de la chance que j'ai d'avoir une communauté qui soit aussi bienveillante, qui soit autant derrière moi, qui soit autant prête à partager mon travail et à me soutenir. Donc en attendant la prochaine fois où on se parlera face à face, je voulais vous dire merci d'être là, merci de me soutenir, merci de me permettre de faire ce que je fais, merci d'être derrière moi et merci d'exister, tout simplement. Et en attendant, écoutez, je vous laisse avec le dernier épisode de Paris 1328 saison 3, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Monsieur le Premier ministre, le périmètre de l'hôtel Matignon est débordé, la police et l'armée refusent d'ouvrir le feu. Il faut fuir. Une voiture vous attend 2 rues plus loin. Assis à son bureau, Armand considérait d'un œil vide son aide de camp, qui voulait l'exfiltrer du bâtiment au plus vite. Fuir, pensait Armand. Fuir alors que Paris subit la pire crise politique depuis la Vibration. Fuir devant cette meute excitée par les royalistes. Et malheureusement, l'armée et la police ne le sauveraient pas, car il avait perdu toute légitimité politique depuis les révélations éclatantes de Tanguy Antonez. En était-on réduit à ça? Cet attentat à la bombe, lors des négociations, avait tout changé, de manière radicale. Danielle Cousteau était morte sur le coup. Le roi de France aussi. Seule la reine et l'héritier au trône de France avaient survécu. Ceux-ci avaient été rapatriés à Paris et étaient maintenant traités au service d'urgence absolue de la Pitié-Salpêtrière, le seul capable, dans le monde entier, de les maintenir en vie. Après l'explosion, Jeanne de Bourgogne avait été tirée des décombres, aux prises d'une panique absolue, puis était tombée dans le coma, après avoir supplié les militaires parisiens de chercher son fils dans le paysage de désolation qu'avait laissé l'explosif. Quant à Jean, l'héritier, il avait été brûlé au 3e degré sur 50% du corps, et même s'il était encore en vie grâce à la médecine parisienne, il ne valait pas mieux qu'un mort, et plusieurs heures par jour, il hurlait à s'en crever les poumons tant sa souffrance était grande. Dès qu'on avait appris la nouvelle de l'explosion à Paris, le président du Sénat, un royaliste, avait conformément à la Constitution assuré l'intérim de la présidence et ordonné une enquête immédiate visant à trouver les responsables de cet attentat. Par une coïncidence fort commode, Tanguy Antonez, le chef du parti royaliste parisien, avait affirmé dans les colonnes des journaux détenir un important témoignage incriminant directement Armand. Selon lui, le Premier ministre avait procuré des armes et des moyens à un groupe de républicains extrémistes qui les avait ensuite utilisés pour provoquer une révolte de paysans aux alentours de Paris. Par la suite, Daniel aurait découvert le poteau rose et avait exigé de lui sa démission dès la fin des négociations. Cette partie-là était vraie, mais Tanguy ne s'arrêtait pas là. Il affirmait également que ces paysans révoltés avaient utilisé les bombes qu'on leur avait fournies pour tuer le roi, et avaient par la même occasion mis fin à la vie de Danielle Cousteau, la rivale politique d'Armand. Cette partie-là n'était que pure invention. On n'avait pas retrouvé pour le moment le véritable responsable de l'attentat. Seulement, l'histoire était trop pratique, trop facile à croire pour des Parisiens traumatisés par la mort brutale de leur présidente. La foule demandait du sang. On criait vengeance sur tous les toits. Et l'indécision du gouvernement Cousteau avait fini par déteindre sur son Premier ministre. De plus, le président par intérim avait par pure complicité politique caché certains éléments de l'enquête qui ne concordaient pas avec cette histoire, comme la disparition soudaine de Robert l'Artois par exemple, ou le fait que le roi d'Angleterre dispose également d'armements bien en avance sur son temps. Isolé politiquement, critiqué de tous bords, Armand s'était tout d'abord refusé à démissionner, clamant son innocence. Seulement, il ne pouvait pas nier son implication dans la révolte de paysans, malgré qu'il ait fini par ordonner à ses hommes de se dégager totalement de cette opération à la suite de ce scandale. Depuis, les royalistes avaient tout fait pour obtenir sa tête, et s'étaient attachés à exciter leurs partisans qui depuis 2 jours manifestaient devant l'hôtel Matignon. Le périmètre avait finalement été débordé, et ce sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Ils doivent avoir des complices parmi les forces de l'ordre, ce n'est pas possible autrement, pensa Armand. Et ce n'est sûrement pas le président de la République par intérim qui va me tirer de là.
Des bruits retentirent à l'autre bout de l'hôtel. On était en train d'enfoncer la porte, c'était une vraie révolution. Armand ouvrit son tiroir, prit quelques documents, une radio portable et un pistolet chargé. Il n'avait plus rien à faire ici. S'il voulait lutter, il devra le faire depuis l'extérieur. Avant de s'en aller, il se tourna vers son aide de camp. « Réunis tous mes fidèles, dit Armand. Matignon est perdu, Paris l'est peut-être aussi. Si nous voulons lutter, nous le ferons dans la clandestinité. » Harassé de fatigue, les vêtements en lambeaux, Pierrick le paysan, Pierrick le chef de guerre déchu, traînait sa misérable carcasse sur les routes de France, à moitié délirant, se marmonnant à lui-même d'obscures paroles tout droit sorties de l'esprit d'un fol. Écrasé, exterminé comme de vulgaires rats, tel avait été le sort de l'armée des paysans révoltés devant le château de Chevreuse quelques semaines plus tôt. Pourtant tout avait bien commencé. Dès le début du siège, grâce aux explosifs que leur avaient fournis les Parisiens, une brèche avait vite été pratiquée dans les épais murs de la forteresse. Puis grâce aux fusils, les premiers défenseurs avaient été abattus, et les paysans avaient réussi à pénétrer dans la première enceinte du château malgré de lourdes pertes. Pierrick se voyait déjà maître de la place. Mais le lendemain, de manière inexplicable, les instructeurs parisiens s'étaient volatilisés avec une partie de leurs armes, évoquant des troubles qui auraient éclaté à Paris et une situation politique délicate, laissant les paysans démunis et démoralisés. Sans leur expertise, un des hommes de Pierrick avait tenté de manipuler les dynamites restantes. Ivre, il avait fait tomber une torche pleine de pois séchés sur les explosifs, ce qui avait déclenché une détonation phénoménale dans le camp des assiégeants, qui avait emporté beaucoup de braves hommes. Le coup était dur, mais Pierrick, montant en premier à l'assaut armé de son fusil, montrait l'exemple. Seulement, les paysans n'étaient pas des militaires, et les bouches à feu seuls n'avaient pas suffi à faire la différence. Le château de Chevreuse avait tenu pile assez de temps pour que l'armée réunie par les seigneurs des alentours fonde sur les arrières des paysans révoltés. S'en était suivi un terrible massacre. Les compagnons de Pierrick, ses compères paysans et paysannes, des milliers d'hommes et de femmes avaient été passés au fil de l'épée. Malgré le courage de Pierrick et de ses fidèles, l'insurrection s'était terminée devant le château de Chevreuse dans un bain de sang. Y réchappant in extremis, Pierrick avait erré dans les campagnes, tour à tour hébergé chez des sympathisants dans des petits villages, traqué impitoyablement par les hommes du seigneur de Chevreuse qui avaient exigé sa tête. Malgré la défaite de l'armée paysanne, les idées et les discours de Pierrick avaient infusé dans la population d'Île-de-France, et la grogne était montée partout, même parmi les manants, dont les seigneurs ne commettaient pas d'abus. Dans les moultes fiefs de la région, des délégations de paysans exigeaient qu'on les reçoive et prodiguaient d'interminables listes de demandes avec l'aide de certains prêtres de campagne, qui passaient de village en village pour coucher par écrit ces requêtes. Rares étaient les seigneurs qui étaient restés conciliants devant la colère de leurs manants. Désormais, la plus grande part de la haute noblesse avait pris le parti de la répression. Mais même après la défaite des révoltés, il fallait encore qu'on leur lâche la bride. Puis, la nouvelle de la mort du roi était parvenue aux oreilles de la noblesse d'Île-de-France. N'ayant plus aucune crainte d'être ennuyés par la couronne pour leurs abus, rendus furieux après avoir prêté une oreille attentive aux rumeurs qui voulaient que les paysans révoltés soient responsables de la mort du roi avec leurs explosifs, de nombreux seigneurs avaient déchaîné l'enfer parmi les manants pour se venger de cette révolte. De nombreux nobles s'étaient même proclamés libérés de tout lien de vassalage, se sentant libérés de toute obligation, alors que le royaume de France plongeait dans le plus grand des chaos. Les massacres arbitraires s'étaient succédés, village après village, et Pierrick n'avait fait que fuir, fuir et fuir encore. Un par un, ses fidèles avaient péri. Les armes parisiennes s'étaient enrayées, et leurs munitions s'étaient épuisées. Se retrouvant seul survivant, irréductible, trahi par ces Parisiens qui lui avaient fait miroiter la liberté et la fin de l'oppression, Pierrick errait sur les chemins poussiéreux, la tête emplie des massacres auxquels il avait assisté. Ses larmes s'étaient asséchées, son cœur également. La seule flamme qu'il gardait au fond de son âme était l'amour qu'il avait pour sa famille, pour les siens. Rien d'autre n'importait dorénavant. Tout comme lui, le royaume de France était en sa phase finale de délitement. Chaque bourg qu'il passait n'était que misère et désolation. Brigandages et pillages étaient devenus chose courante, et quand ce n'étaient point les bandits, c'étaient les seigneurs ou les soudards du roi d'Angleterre qui rasaient les villages, tuaient les hommes et forçaient les demoiselles. Le paysan avait même vu une de ces bandes de soldats en vadrouille usiter de bouches à feu primitives, signe que les technologies en usance à Paris se répandaient. Une fort mauvaise nouvelle dont le paysan n'avait cure. C'en est fini de mon village, c'en est fini du royaume, pensait-il plutôt. Je n'ai plus qu'un devoir en ce bas monde, mettre ma famille en sûreté. Pensif, le duc Jean III de Bretagne venait de s'adosser à une des fenêtres de son donjon. Il contempla le beau paysage sinueux et verdoyant,
la belle campagne bretonne qui s'étendait autour de son château. Le duc sentait qu'il était à un moment charnière de son règne, un moment qui déterminerait le futur de son duché. Le roi de France était mort, son héritier était aux mains des Parisiens. La nouvelle avait été un crève-cœur pour ce duc si francophile, et la perfidie avec laquelle on avait attenté à la vie de Philippe VI l'avait profondément choqué. Désormais, les rapaces se disputaient la dépouille du royaume de France. Le roi de Navarre et le roi d'Angleterre avaient tous les deux revendiqué le trône pour eux. Édouard III semblait le plus à même d'atteindre ses objectifs. Ses armées, suivies de ses terrifiantes bouches à feu, n'étaient plus qu'à une semaine de marche d'Orléans. Le duc s'arracha à sa contemplation et retourna près de son écritoire. D'un petit mouvement de doigt, il fit tourner le globe terrestre parisien qu'un de ses vassaux lui avait offert. Les étendues de terre représentées sur cet objet ne lui inspiraient rien. Il avait encore du mal à concevoir que sa chère Bretagne ressemblait à ça, à cette petite péninsule étriquée, minuscule face à l'immensité du monde. Puis, un autre doigt se posa sur le globe pour en arrêter la course. Un doigt qui n'appartenait à nul autre qu'au baron du Hampshire, Auguste l'érudit. Jean en fut contrarié. Cet homme ne lui était pas sympathique, d'autant plus qu'il était originaire de Paris, la ville dans laquelle était désormais enfermée la reine-mère et l'héritier du trône de France. « Je connais la raison pour laquelle Édouard III vous envoie, sire Auguste. La dépouille du bon Philippe n'a pas encore refroidi que déjà vous sollicitez mon aide. »« Monseigneur duc, répondit Auguste, je vous sais gré de me recevoir. Mon roi Édouard ne souhaite que venger le lâche attentat dont a été victime Philippe VI et sa famille. Je connais les Parisiens, eux seuls sont capables d'un tel acte. D'autant que sous prétexte de les soigner, ils détiennent maintenant ce qu'il reste de la famille royale. Il nous faut les punir. Cette ville d'où je viens n'a fait que trop de dégâts. Certes, pensa le duc, je connais ce petit refrain. Seulement, rien ne dit pour sûr que les Parisiens sont responsables de cette explosion. D'autant plus que leur présidente y a également péri. Édouard III, aidé par cet Auguste, aurait très bien pu commettre cet abominable crime. Seulement, il ne fallait point se mettre à dos le roi d'Angleterre qui était sur le point d'engloutir ce qu'il restait de la France. Mais sire Auguste, reprit le duc, il ne faut point précipiter les choses. Avant d'engager mon duché dans un conflit contre Paris, attendons l'avis du pape sur la question. Celui-ci doit être élu dans les mois qui viennent. Bien, dit Auguste. Mais comprenez que vous serez bientôt seul à balancer. Nombre de nobles français ont déjà rejoint nos rangs et ont reconnu les prétentions d'Édouard comme légitimes. D'autant plus qu'un haut personnage nous a déjà exprimé fort intérêt pour une alliance. Vous ne voudriez pas vous retrouver en queue de convoi, n'est-ce pas? Vil personnage, pensa le duc. Me menacer ainsi dans mon propre château. Et quelle est-elle, cette personne, sire Auguste, reprit Jean. Ce personnage, monseigneur duc, n'est autre que Louis IV de Bavière, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui possède un griffe contre Paris depuis la guerre qui a opposé Philippe VI à son frère. La ville n'a plus de chef. Le chaos régnant ses rues. Il est temps d'en finir. Un griffe? Fadaise, pensa le duc. L'empereur du Saint-Empire est comme les autres. Il se joint à la curée. Une chose était néanmoins presque certaine, c'en était fini du royaume de France. Soumettre Paris et ses habitants serait la prochaine étape. Mais cette guerre qui s'annonçait serait-elle vraiment à l'avantage du roi d'Angleterre? Depuis sa cabane en préfabriqué, Antoine l'agriculteur contemplait la ville de Paris. Même s'il détestait cet endroit, au bon paysan du Maine-et-Loire, la capitale représentait la seule attache qui lui restait au monde moderne, au monde d'avant. Surtout, il avait espéré jusqu'au dernier moment revoir Kévan. Le jeune homme, un bobo insupportable, qui était par la force des choses devenu son ami, était sûrement mort à l'heure qu'il était. Son témoignage, qu'il avait sûrement livré sous la menace, avait enflammé la ville. Cette ville qu'Antoine ne reverrait sans doute jamais, car il était temps de partir. Ces dernières semaines, après l'explosion qui avait coûté la vie au roi et à la présidente, les royalistes avaient avancé leurs pions dans toutes les directions. Après la disgrâce puis la fuite du premier ministre Armand de Claré-Chanteau, le président par intérim, royaliste lui aussi, avait appelé à l'établissement d'un gouvernement d'union nationale pour calmer l'agitation de la rue. Gratuitement, Tanguy Antonèse, le président du parti royaliste, s'était proposé pour diriger ce nouveau gouvernement, qui devait réunir des républicains tout comme des royalistes et permettre l'organisation des élections législatives. L'opposition républicaine, désavouée par une partie grandissante de la population, qui y croyait le discours royaliste au sujet de l'attentat, avait éclaté en morceaux à la suite de la disparition de Daniel Cousteau et d'Armand de Claré-Chanteau. Le Premier ministre, désavoué par tous, avait préféré fuir plutôt que d'affronter la justice populaire. Antoine n'était pas dupe. Tout ça n'était que poudre aux yeux. Toute cette histoire d'union nationale n'était qu'une tentative de se Tanguy de prendre le pouvoir, de se légitimer petit à petit. En bon syndicaliste, en bon représentant de la gauche des champs, il ne supporterait pas de vivre dans une ville dirigée par des royalistes. Sa décision était prise. Lui et une partie des agriculteurs avaient décidé de quitter Paris. Il pensait qu'il était préférable de partir vivre ailleurs plutôt que de voir la République s'effondrer lentement. De toute façon,
Il se sentait désormais plus proche des paysans médiévaux que du reste des Parisiens. Dans ce monde, il avait retrouvé le goût de la simplicité des choses, le goût du travail bien fait. Son travail, il pouvait maintenant le faire n'importe où, grâce à leurs semences du XXIe siècle et les techniques modernes d'agriculture qu'ils avaient recréées puis perfectionnées avec les moyens du bord. La mort dans l'âme, Antoine jeta un dernier regard à la ville lumière, et il donna le signal du départ. 200 agriculteurs répartis dans un convoi, mélangeant charrettes et tracteurs, se mirent en branle. Le carburant qu'ils avaient mis dans les réservoirs de leurs engins était une sorte de bioéthanol de mauvaise qualité produit sur place. Cela allait encrasser très rapidement les moteurs, mais les tracteurs pourraient parcourir une bonne distance avant d'être abandonnés en route. Ils serviraient à tracter du matériel agricole pendant une bonne partie du chemin qui allait les mener à leur destination. La direction ? Metz, qui en 1333 était une république indépendante faisant partie du Saint-Empire. Le chef échevin de la ville avait promis à tout agriculteur parisien qui venait s'établir dans le domaine une somme importante et toute l'aide nécessaire pour se mettre au travail. En effet, nombre étaient les endroits en Europe où les compétences parisiennes étaient recherchées, mais de par sa position particulière entre la France et le Saint-Empire, de par sa richesse, son indépendance et son système politique particulier qui en faisait une république, Metz avait été privilégiée par Antoine et les agriculteurs qui l'accompagnaient. L'échevin de la ville leur avait envoyé une forte escorte qui devait les rejoindre après la première journée de voyage. On avait déjà prévu de les accueillir comme des princes, et il se disait que la population de la ville ne parlait que de ces paysans parisiens qui allaient leur apporter nourriture et prospérité. Une page se tournait, et Antoine était maintenant persuadé que c'était pour le mieux. En 7 heures tardives sur un quai, à l'ouest de Paris, Lina trouvait l'attente interminable. L'ex-général et maintenant ex-premier ministre devait arriver d'un instant à l'autre. Un fusil à pompe à la main, la policière jetait des regards nerveux autour d'elle. Le groupe qui l'accompagnait, composé des fidèles d'Armand de Clary-Chanteau, tous républicains jusqu'au bout des ongles, faisait de même. Le Premier ministre était maintenant désavoué par tous, et après sa fuite de Matignon, il était recherché partout dans Paris. Son propre parti n'avait même pas tenté de le défendre, y avait cru ou avait fait semblant de croire à l'histoire de Tanguy. Ce récit, ce complot politique, s'était désormais largement répandu dans la population. De peur de perdre leur dernier soutien, l'opposition républicaine avait adhéré ou fait semblant d'adhérer au récit royaliste de l'attentat. Armand n'avait donc presque plus de soutien. Lorsque l'aide de camp du général l'avait contacté, Lina n'avait pas hésité une seule seconde. Deux choses l'avaient décidé. Déjà, les royalistes étaient aux portes du pouvoir, et Lina savait, et elle était même sûre qu'une fois Tanguy confirmé en tant que président, une purge débuterait, qu'elle n'était vraiment pas sûre de passer sans encombre. Ensuite, on avait donné d'étranges consignes au ministère des Affaires médiévales. Il fallait se réfréner de toucher à l'écorcheur. Lina se doutait que Tanguy travaillait avec cet horrible personnage. Cette consigne avait été suffisante pour qu'elle décide de rendre son badge sur le champ, tout comme une partie de ses collègues. Une péniche avait été préparée pour l'exfiltration d'Armand. Le but était d'atteindre le bout de la Seine pour gagner Rouen, puis aviser une fois sur place. À la faveur d'une trouée dans les nuages qui laissa passer une lune claire, Lina vit 3 ombres descendre l'escalier qui menait au quai. On chuchota le mot de passe, il fut confirmé, c'était bien Armand, accompagné de son aide de camp et d'un autre homme, un militaire. On se mit à embarquer dans la péniche, mais soudain un coup de feu retentit, puis plusieurs flèches furent tirées sur le petit groupe. L'aide de camp d'Armand reçut un projectile en pleine gorge et s'effondra. Lina se retourna et ouvrit le feu, alors que plusieurs dizaines d'hommes leur tombaient dessus à bras raccourcis. Une embuscade, hurla-t-elle. C'étaient manifestement des médiévaux, à en juger par leur accoutrement. Lina en abattit un à bout portant. Tous dans la péniche, hurla-t-elle encore. Il fallut abandonner le corps de l'aide de camp. Armand défit les amarres tandis que le moteur du navire fut mis en marche. Lina sauta à l'intérieur in extremis, alors que la péniche commençait à s'éloigner du quai. Plusieurs bandits sautèrent dans l'eau pour tenter de les rattraper. Le bandit, qui avait utilisé une arme à feu, tenta à nouveau de les viser, mais l'arme s'enraya. C'est loupé pour eux, pensait Lina. Mais ils ont bien failli nous avoir. Sur le quai, elle put apercevoir, sortant de l'ombre, la silhouette d'un homme filiforme. Le clair de lune lui révéla un visage défiguré, horrible, déformé dans un sourire abominable. L'écorcheur. Voulant se débarrasser d'Armand, Tanguy aura envoyé l'écorcheur faire le sale boulot. Mais l'orage était passé, et la péniche glissa doucement sur la Seine. Paris s'éloigna petit à petit, pour être remplacé par la campagne médiévale. Y retournerait-elle un jour? Qu'allait-il bien pouvoir faire désormais? Tout dépendra d'Armand. Où aller pour fuir les royalistes, parisiens comme médiévaux? En Amérique, peut-être? À Orléans, depuis des jours, on entendait partout dans les rues la même ritournelle. L'Anglais arrive avec des bouches à feu et des machineries du diable. L'Anglais arrive et nous serons oxy jusqu'au dernier. Déjà, des dizaines de personnes fuyaient la ville sur de grands chariots. La panique se propageait, et les plus hautes autorités de la ville prévoyaient déjà de livrer la cité sans combattre, tout en implorant la merci d'Édouard III.
De ces rumeurs et de cette agitation, Marc le médecin n'avait cure. Tout ce qui lui importait était de protéger sa famille, mais aussi maintenant de prendre soin de la famille de Pierrick. La femme du paysan et ses 2 enfants étaient arrivés en Orléans au début de l'insurrection paysanne qui avait secoué l'Île-de-France. Ils avaient tout d'abord logé chez le cousin de Pierrick, Jeannot, qu'ils avaient hébergé de mauvaise grâce, les faisant travailler pour payer leur chambrée. Mais ce même cousin les avait ensuite mis à la rue et avait fui la ville corps et biens lorsque la nouvelle de la mort du roi y était parvenue. Marc n'avait pas laissé la famille de Pierrick dans le besoin, et les avait recueillis dans son humble masure, quitte à se serrer quelque peu. Constance n'avait pas bien pris la chose. Pour elle, cette famille de gueux ne méritait pas tous les égards que Marc leur accordait. Devant les récriminations incessantes de sa femme qui menait une vie d'enfer à la famille de Pierrick, Marc avait dû pour la première fois commander à son épouse de cesser ce cirque, à la médiévale, ce qu'il avait bien sûr regretté par la suite. Constance était immédiatement pliée à la volonté de son époux, mais le lui avait fait payer par la suite en lui faisant des bouderies prolongées, qui n'arrangeaient pas les choses. Maintenant, Marc balançait. Fallait-il fuir la ville ? Le roi d'Angleterre ne la livrerait sûrement pas au pillage si Orléans se rendait d'elle-même. Mais était-il raisonnable de rester et de prendre ce risque ? Et fuir, pour aller où ? À cette question, Marc avait bien une petite idée. La peste noire arrivait toujours à grands pas. Ses leçons à l'université lui avaient déjà permis de former de nombreux étudiants, qui étaient informés de l'arrivée de cette grande pestilence et qui connaissaient différentes méthodes pour l'endiguer. Un de ses disciples en savait même assez pour lui-même dispenser des leçons à d'autres personnes. Celui-ci avait récemment passé le grand oral final avec brio, et pouvait désormais prétendre au titre de docteur, pour enseigner à de plus jeunes élèves. Seulement, former des étudiants à Orléans ne suffirait pas à endiguer la peste. Il fallait aller à la source du mal. Il fallait se rapprocher du point de départ de l'épidémie en Europe. Au fond, l'esprit médical de Marc et sa curiosité lui enjoignaient de se rendre en Italie, à Gênes, à Venise ou à Rome, dans ces cités portuaires connectées à l'Orient, qui seraient les premières à subir de plein fouet la déferlante pesteuse. Marc en était là de ses réflexions, quand le père de Constance, le prévôt, vint le quérir. « Monsieur mon beau-père, que me vaut la joie de votre visite ? Monsieur mon gendre, c'est la garde de la ville. Un pauvre air trouvé à moitié mort de faim et de soif demande à vous voir. Il a demandé expressément où diable se trouve, je cite, Marc le médecin Noiraud, et a affirmé vous compter parmi ses amis, juste avant de déverser une bordée de jurons qui lui ont valu d'être remisé au cachot. Pardieu, pensa Marc, Pierrick, est-il encore en vie, par quel miracle ? L'insurrection paysanne avait été matée par les plus grands massacres. Comment avait-il pu en réchapper ? En quel état est-il ? Moukat, Moukat, se dit le réunionnais, j'espère qu'il n'est pas trop abîmé. Il fallait absolument qu'il aille le faire libérer. Après délivrance de cette nouvelle, le prévôt avait enchaîné sur quelques conseils, suggérant à Marc de gifler sa femme pour mettre fin à ses bouderies. Marc n'attendit même pas la fin de ce discours lénifiant, et s'excusant, il sortit et courut à toute vitesse vers les cachots de la ville, afin de retrouver son ami si cher. Derrière une glace sans teint, à l'intérieur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Tanguy observait les chirurgiens s'activer sur les chairs meurtries de Jean, l'héritier du trône de France. Il n'avait pas été facile de convaincre les médiévaux de l'amener à Paris, mais quel choix avait-il ? La médecine de la ville était la seule capable de maintenir en vie le jeune homme. Dans une salle attenante, quelques chevaliers terrifiés avaient insisté pour accompagner Jean et sa mère à Paris, et veiller sur lui sans discontinuer dans les couloirs de l'hôpital. Quelle pitié, pensa Tanguy. Une reine dans le coma, un héritier à moitié mort et quelques chevaliers, c'est là tout ce qu'il reste du royaume de France. La porte de derrière s'ouvrit. C'était le président du cercle royaliste d'amitié franco-médiévale qui venait lui apporter la nouvelle. « Monsieur Antonaise, le président l'a confirmé, vous allez être nommé à la tête du gouvernement d'union nationale, en attendant les prochaines législatives. » Comme prévu, pensa Tanguy. L'opposition républicaine et les autres partis n'ont plus de support populaire depuis l'attentat. La petite histoire que j'ai chantée aux médias a bien plus pénétré la tête des gens que ce à quoi je m'attendais. Pourtant, il n'avait pas vraiment de preuves, mis à part le témoignage de ce Kévan, qu'on avait mis au frais, qui liait Armand aux paysans médiévaux, qui auraient tué la présidente et le roi. Cela lui avait bien servi. Quant aux législatives qui approchaient, les royalistes devaient terminer en bonne position, et peut-être même disposer d'une majorité au Parlement, qui permettrait à Tanguy de donner des consignes, de réviser la Constitution, et peut-être même d'arriver au pouvoir. Il fallait bouger vite, pour profiter de l'émotion liée à l'attentat, et à la disgrâce de l'opposition, qui voudrait voter pour un parti républicain dont une des figures de proue est accusée d'avoir permis l'assassinat de la présidente de la République, juste avant de prendre la fuite. Il est vrai que Tanguy l'avait un peu poussé à la fuite, en lâchant ses militants sur l'hôtel Matignon. Il est vrai qu'il avait demandé à cet homme horrible, ce prince des Ribauds, de tuer Armand, mais celui-ci s'était malheureusement échappé. Il n'avait pas à regretter de souhaiter la mort d'un homme, sa cause valait bien quelques œufs cassés. Tanguy reporta son attention sur l'héritier. Ce n'était pas beau à voir. Le jeune homme, un adolescent, gémissait faiblement.
tout son côté gauche était brûlé de manière atroce. Jeanne de Bourgogne était dans une chambre attenante sous bonne surveillance. Tanguy se prit à rêver. Une fois président, il comptait bien mettre son grand projet à exécution. Seulement la mort du roi avait tout compliqué. Enfin, à réflexion, vraiment ? L'héritier du trône de France était maintenant à Paris, sous leur contrôle, même s'il était en très mauvais état. Autour de Paris, le royaume se délitait. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de prendre lui-même le contrôle de la couronne de France ? En utilisant l'héritier comme garantie de légitimité, en le manipulant, qu'est-ce qui pouvait l'empêcher, avec la puissance de l'armée parisienne, d'agir tel un régent magnifié, de réaliser enfin son rêve d'un grand royaume de France prospère, fort et conquérant, grâce aux technologies parisiennes ? Pourquoi ne pourrait-il pas faire s'agenouiller les grands seigneurs d'Europe à Paris même ? Et pourquoi pas devant lui ? Il fallait qu'il y réfléchisse. Tous ces projets lui faisaient tourner la tête. Avait-il honte de profiter de la situation alors que le corps de Daniel Cousteau n'était pas encore froid ? Non. Et d'ailleurs, malgré son indécision criminelle dans les affaires politiques, l'ex-présidente avait plutôt bien géré le reste. Le président par intérim lui avait communiqué les derniers rapports sur la situation parisienne. Alors certes, on mourait encore de froid dans les rues, l'insécurité était au plus haut, l'approvisionnement en nourriture inconstant, mais d'un autre côté, malgré les conflits, la position de supériorité militaire et économique de la ville ne s'étiolait pas, bien au contraire. Les coffres de la Banque de France étaient remplis d'or et d'écus. Un projet d'émettre une monnaie parisienne avait même été mis en suspens, par peur de détruire totalement l'économie du royaume de France. Maintenant que c'était le cas, il allait de soi que la monnaie parisienne allait être mise en place, et qu'elle deviendrait vite la plus courue dans toute l'Europe. Maintenant que la capitale allait être pleinement intégrée au jeu géopolitique et diplomatique, les possibilités étaient infinies. Pourquoi ne pas réfléchir à exporter des armes en plus de produits manufacturés ? Pourquoi ne pas se saisir de plus de territoires, les moderniser, les exploiter ? Pourquoi ne pas mettre en place de larges programmes sociaux à l'aide des réserves d'or de la Banque de France, afin de prouver à tous que la ville était au-dessus du monde médiéval dans tous les aspects ? Il fallait enfin débloquer des fonds pour exploiter du pétrole. Des gisements étaient déjà présents en région parisienne. Alors certes, ce n'était pas l'Arabie Saoudite, mais ces petites réserves permettraient de remettre en marche toute une industrie lourde, en plus d'alimenter les quelques blindés qui moisissaient dans les réserves. Il serait certes impossible de se remettre à fabriquer des chars Leclerc ou alors des Rafales, mais la production d'armes et de véhicules simples, standardisés en grande quantité, était largement faisable. Paris allait certes illuminer le monde de son modèle, mais ce n'était pas pour autant que les médiévaux n'avaient rien à leur apprendre. Devant la criminalité devenue endémique dans les rues de la capitale, Tanguy était persuadé que certaines mesures s'imposaient, comme par exemple le rétablissement de la peine de mort ou les châtiments publics. Pour lui, il était utile de faire des exemples, et il pensait que ces pratiques, non adaptées à une société en paix, s'imposaient par la logique et par la force ici. Après cet attentat, la ville était à nouveau la cible de toutes les colères et de toutes les ambitions, mais Tanguy sentait une résolution ferme lui envahir l'esprit. Le royaume de France allait renaître, avec Paris à sa tête. Et si pour cela il fallait combattre toute l'Europe, si pour cela il fallait massacrer des chevaliers à la grenade, à la mitrailleuse ou à l'obus de tank, eh bien il le ferait. Car selon lui, Paris ne survivra pas autrement qu'en devenant une puissance conquérante et sûre d'elle-même. Mais Tanguy savait qu'une priorité dépassait les autres. Sa toute première décision en tant que président serait très sûrement d'envoyer toutes les forces parisiennes mater ce roi anglais si ambitieux, pour enfin commencer la véritable reconquête du royaume de France. Et voilà, chers abonnés et spectateurs, cet épisode conclut la saison 3 de Paris 1328. Cette série de 6 épisodes a été assez longue à produire et j'espère vraiment que vous avez apprécié mon travail. N'oubliez pas, la meilleure manière de me soutenir est de partager sur les réseaux sociaux cette série-là, la faire découvrir à vos proches, et également de participer à la campagne de financement pour le roman Paris 1328, ce qui va me permettre d'étendre un peu l'univers de la série. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et pour une potentielle saison 4. Ciao.